souhaite la très cordiale bienvenue au nom du comité Genève Zéro Pub à cette journée qui marque notre opposition au Black Friday. Il faut savoir qu'il y a eu vraiment plusieurs étapes marquantes, que c'est un long combat difficile. En mars 2021, on a gagné devant le tribunal fédéral qui a validé notre initiative. Puis il y a eu une longue discussion au conseil municipal de la ville de Genève qui a abouti à ce que cette initiative soit approuvée et que l'exécutif de la ville, le conseil administratif, élabore un règlement sur cette initiative. Et en mars 2023, la population de la ville de Genève va voter sur ce règlement concernant la publicité dans l'espace public. Et Genève sera peut-être la première ville de Suisse à supprimer la publicité commerciale dans l'espace public. Alors ça va être le sujet de notre première table ronde qui sera animée par Ada Absalem de Genève libérée de l'invasion publicitaire. Et puis on y reviendra aussi vers 16h15 dans une deuxième table ronde qui sera consacrée au problème de la publicité plus en général et aux mouvements internationaux suisses et internationaux qui se mobilisent contre la publicité dans l'espace public. On aura entre ces deux tables rondes un moment qu'on a voulu interactif avec les artistes qui se mobilisent eux aussi à travers leur art pour défendre une autre vision de la société. Vous vous rappelez peut-être que l'initiative a démarré en 2017 lorsque la population s'est emparée des panneaux d'affichage blanc et ont déployé leur créativité avec les citoyens, avec les jeunes et les enfants qui se réappropriaient l'espace public en dessinant sur les panneaux blancs. Donc on a voulu se rappeler de ça et puis faire profiter le mouvement de la transition sociale et écologique et qui nous accueille ici après Genève, siège du réseau de l'économie sociale et solidaire, faire profiter du travail d'artistes professionnels qui partagent notre vue sur ce que devrait être un espace public débarrassé du commerce et de l'incitation permanente à la consommation. Et on se réjouira, après cette table ronde, de voir les artistes à l'œuvre. Et je les remercie chaleureusement. Il s'agit de Alex Baladi, Stéphane Montavon, Marissa Cornero, Christopher Torres, Flynn Maria Bergman et Katharina Kreil, et également de Emmanuel Excoffier, Exem, qui malheureusement est occupé par un finissage d'une de ses expositions à Carouge, mais qui nous a gentiment fait parvenir des images de son action contre la pub à la fin des années 70. Excoffier, Exem, a fait une campagne assez drôle et assez provocante sur la publicité dans l'espace public. A remplacé en fait le message de Manpower vous aime par Manpower m'encule, et il a été condamné, il avait fait un petit peu de prison, et ça a été l'occasion pour la première fois de véritablement à Genève discuter de la place de la publicité dans l'espace public, et puis d'aboutir à ce que des restrictions soient progressivement mises à la publicité dans l'espace public, sachant qu'à l'époque, j'ai encore raconté hier, c'est Marlboro qui sponsorisait la course de l'escalade. Donc, depuis lors, on a fait beaucoup de chemin au niveau de l'incitation à consommer certains produits nocifs pour la santé et l'environnement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, d'où notre mobilisation. Et donc, avant de passer la parole à Adam Saleh pour cette première table ronde, je veux remercier les personnes qui ont co-organisé cet événement ici à l'espace après réseau de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de Lucas Luisoni du ROC, Réseau de Croissance, François Mirval du Parti socialiste ville de Genève, Noé Rouget du Parti socialiste ville de Genève, je sais pas, il va arriver tout à l'heure, Ada Absalem de Genève libérée de l'invasion publicitaire, et Katharina Dimitrova de Quartier Collaboratif, Jean Rossiot de Quartier Collaboratif. On remercie aussi l'espace après et Pierre Vonnet qui
va assurer les aspects techniques de cet événement, sachant qu'il y aura certains challenges, puisque dans la deuxième table ronde, on espère avoir avec nous Émilie Tricarico de Bruxelles, enfin basée à Bruxelles en ce moment, mais en général basée en Angleterre, très active dans l'Antipub, et ça va poser peut-être quelques challenges techniques, mais on verra ça plus tard. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente première table ronde. Bonjour à toutes et à tous, merci Emmanuel pour cette introduction. Et puis je vais commencer par vous présenter nos invités. Alors en premier lieu, à ma droite, Ekaterina, qui est responsable de Quartier Collaboratif, qui s'occupe notamment des projets de l'économie de proximité et qui est sociologue de formation. Ensuite, il y a Ariane, qui est représentante ici de Agisson, qui a un mouvement citoyen qui s'occupe de lancer des vagues d'initiatives pour faire progresser la société sur les plans écologique, social et démocratique. Ensuite, nous avons Théo, qui est ici représentant de Break Free notamment, aussi de la grève du climat, qui a été avec moi collègue de Genève libérée de l'invasion publicitaire et puis qui est maintenant aussi à Solidarité. On a ensuite Luca Pataroni, je précise parce que nous avons deux Lucas. Donc Luca Pataroni qui est maître d'enseignement et de recherche à l'EPFL en sociologie urbaine, qui s'occupe notamment des questions de lutte urbaine mais aussi de culture pour l'État de Genève. Il fait partie du conseil consultatif de la culture pour l'État de Genève. Et puis Lucas Luisoni, qui est donc membre du ROC, Réseau Objection de Croissance, qui a été dès le début très actif dans l'initiative. D'ailleurs, le ROC est un des premiers mouvements à avoir fait des actions anti-pub et la lutte anti-publicitaire en Suisse. Et voilà, je crois que j'ai fini. Pour moi-même, donc je suis Ada Bernier-Anselem. J'avais commencé l'anti-pub en 2015 avec le Genève libéré de l'invasion publicitaire. Et puis j'ai très rapidement rejoint l'initiative, le mouvement de création de l'initiative en 2017. Et puis j'ai assuré une grosse partie du suivi judiciaire jusque devant le tribunal fédéral pour l'initiative. Et donc ça fait un petit moment que je suis aussi sur la question. Je vais vous expliquer le programme de la table ronde. Premièrement, on va parler de l'initiative comme moyen d'action pour faire évoluer la société. Contrairement à d'autres, face à d'autres moyens d'action que sont la grève, les actions directes, la désobéissance civile. Deuxièmement, dans la deuxième partie, on va parler de la publicité dans notre société et en particulier dans l'espace public. Et ensuite, j'inviterai mes invités à se projeter dans un monde utopique et si la publicité n'existait plus, et dystopique et si la publicité perpétue, continue sa croissance, voire empire dans notre monde. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme monde et comme avenir? Et puis il y aura évidemment une petite partie pour les questions du public, donc réfléchissez-y pendant qu'on parle, ça va alimenter aussi nos discussions. Voilà, on commence. Est-ce que j'ai oublié quelque chose quand j'ai présenté mes invités? Très bien. Alors, on va commencer par parler de l'initiative comme moyen d'action pour faire évoluer notre société. On a ici autour de la table plusieurs personnes qui sont concernées par l'initiative, notamment Luca Luisoni, Ekaterina et Ariane, qui sont plutôt en faveur de l'initiative et qui disent que, en tout cas, de par leurs actions, on peut entrevoir que selon eux, c'est un moyen d'action efficace pour faire évoluer la société. On a d'autres voix, comme celle de Luca Pataroni et celle de Théo, qui disent c'est peut-être insuffisant, c'est peut-être un moyen mais pas le seul. Et donc je vais vous inviter dans un premier temps peut-être à discuter de cette question-là. Quels sont les avantages et les inconvénients pour vous d'utiliser l'initiative comme moyen de faire évoluer la société? Est-ce que tu veux commencer, Luca Luisoni? Alors je veux bien. Effectivement, les activités, le ROC est en 2008, il faut rappeler que le samedi qui suit le Black Friday est toujours la journée mondiale sans achat.
Donc après le Black Friday, il dépressé, vous achetez vendredi, comme ça vous n'achetez plus rien le samedi. Et puis avec une particularité genevoise qui est que le samedi de la journée sans achat, c'est la journée du partage. Donc théoriquement, on devrait acheter pour les autres. On avait essayé de s'associer à eux pour dire n'achetez que pour ceux qui ont vu les moyens d'acheter. Et puis on voulait faire un partenariat, mais ils ont refusé. La Bible, tous ont refusé cet exercice. Donc on a fait plusieurs actions qui étaient des actions de désobéissance civile. On a aussi, entre guillemets, tagué des affiches, mais toujours avec un système de colle qui se décolle. Donc on peut, sans abîmer, sans arracher, impacter dans le visuel en restant, je dirais, plus ou moins raisonnable. Ça ne veut pas dire que je ne défends pas ceux qui sont plus directs et plus forts dans ces initiatives-là. D'ailleurs, le mot raisonnable est quelque chose d'un peu gênant, parce que quand on parle de décroissance, les gens disent oui, mais une décroissance raisonnable. Quand on parle de croissance raisonnable, on va dire aussi une publicité raisonnable, ou une suppression de la publicité raisonnable. Puis bon, est arrivé ce bel événement d'une Genève sans affiches, mais n'avec que des affiches blanches, qui avait été une mesure de rétorsion, semblerait-il, de la SGA contre Advertising en disant « Regardez comme c'est triste une ville sans affiches ». Et puis, ça n'a pas marché, et ces espaces ont été colonisés, et donc on a décidé, au sein de ce qu'on appelle les vendredis de la transition, d'associer tous ceux qui étaient intéressés à ça, et c'est bien les organisations de la société civile en premier, à dire qu'est-ce qu'on fait de cet événement, est-ce qu'on peut l'instituer ou en faire quelque chose qui justement politiquement a du sens et rentre dans une législation. Donc on a pensé, on en a discuté, ça a commencé par c'est simple, il suffit de supprimer les mauvaises pubs et laisser les bonnes. Au niveau légal, c'est très difficile. Et puis, on a abouti à ce texte assez radical de dire on supprime toute la publicité commerciale dans l'espace public genevois. Donc, c'est ce qu'on appelle l'affichage pour compte de tiers, parce qu'effectivement, ça ne concerne pas, par exemple, les devantures de magasins qui peuvent toujours continuer à promouvoir ce qu'ils vendent devant leur boucherie ou devant. Et donc cette initiative a récolté le nombre de signatures suffisant. Ensuite, le Conseil d'État l'a invalidé partiellement en disant on laisse que les panneaux blancs pour l'expression populaire et citoyenne, mais on laisse la publicité commerciale. Nous avons fait recours au tribunal administratif contre cette décision et nous avons gagné le recours. Ensuite, il y a des financé en sous-main par le lobby de la communication, des recours ou des interventions pour empêcher que cette initiative aboutisse. On les a entre guillemets tous gagnés, y compris celui du tribunal fédéral. Et donc, comme l'a dit Emmanuel, cette initiative devait être mise en œuvre par un plan de mise en œuvre, et c'est là qu'il y a eu démocratie oblige, un référendum de la droite, qui fait que maintenant, le débat public a vraiment lieu, c'était aussi ce qu'on voulait, et le 12 mars, les citoyens de la ville de Genève pourront, citoyennes, voter sur cette initiative. Et donc elle est lancée un peu formellement aujourd'hui de la part du comité d'initiative qu'on rejoint les partis de gauche dans leur ensemble. Et puis, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est important aussi de faire l'historique de cette initiative et ça me renvoie à la question que je posais. On voit que cette initiative a été semée d'embûches. Ça fait depuis 2017 qu'on a fait signer les gens dans la rue. On est aujourd'hui en 2022 et on votera en 2023. Donc on voit qu'il y a vraiment un temps de latence qui est très très long autour de l'initiative. Et c'est vrai qu'on voit avec des mouvements, plus spécifiquement pour le climat, que l'initiative, c'est aussi beaucoup de contraintes logistiques, légales, financières. Et là, on peut se demander qu'est-ce qui manque en fait dans cette initiative et qu'est-ce qu'elle n'apporte pas. Théo, est-ce que tu veux répondre ? Oui, donc du coup, déjà, je rejoins quand même les choses qu'ont dit Lucas.
parce que moi je suis favorable bien sûr aux initiatives populaires. J'ai participé aussi à l'école, il y a beaucoup d'autres lancements d'initiatives, donc je pense que c'est un moyen d'action qui est très utile et très important, et même s'il y a aussi des défauts, parce que dans notre système suisse, ça permet aussi très fortement de légitimiser le discours des autorités politiques pour dire non, il n'y a pas besoin de manifester, il n'y a pas besoin de faire des actions, il n'y a pas besoin de sortir du cadre légal parce que vous pouvez vous exprimer dans le cadre qui est prévu par la loi, grâce aux initiatives, grâce au référendum, et donc abandonner les autres moyens d'action. Donc je pense qu'il faut vraiment voir les initiatives comme un moyen d'action sur lequel d'autres moyens d'action peuvent se greffer autour ou qui répond à d'autres moyens d'action, et donc vraiment dans une logique de complémentarité. Et effectivement, une des problématiques, et c'est ce dont parlait Luca Luisoni et puis toi Ada, c'est le temps. Notamment, c'est extrêmement long, une initiative populaire, depuis le début de la récolte jusqu'au moment de la votation, il y a plusieurs années qui s'écoulent. Et énormément, et ça, nous on s'en rendait pas, moi je m'en rendais pas très compte de manière assez naïve quand on faisait la récolte au départ, c'est qu'il y a énormément d'embûches et en fait on propose pas ce qu'on veut parce que il y a l'unité de la matière, il y a le respect du droit supérieur, il y a un certain nombre de contraintes, et en fait nos adversaires sont très opposés à ce qu'on vote et qu'on discute de cette question. Et l'attitude des lobbyistes de la communication n'a pas été nous on va vous démontrer pourquoi nous on a raison. Ça n'a pas été ça, ça a été on va vous empêcher de la manière la plus vicieuse possible de vous exprimer, et par ça en faisant un combat juridique qui a pris beaucoup de temps, qui a coûté beaucoup d'argent, qui a coûté beaucoup d'énergie. Merci aux personnes qui ont fait ce suivi. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et puis on voit donc on peut pas proposer du tout ce qu'on veut. Le droit constitutionnel, il est déjà très verrouillé. Il y a la question de la liberté économique, qui est un peu quelque chose de qui est vu comme quelque chose de sacro-saint, la propriété privée, qui a été aussi évoquée pour essayer d'empêcher que cette initiative soit soumise en votation. Donc il y a énormément d'obstacles au niveau du droit international aussi, par rapport aux questions climatiques. Il y a un point du droit international aussi qui est fait, vraiment des accords de libre-échange, des accords par rapport aux multinationales, des tribunaux d'arbitrage privé, etc., qui sont faits pour qu'on ne puisse pas changer les choses, y compris dans un cadre légal. Donc je pense que le cadre légal est important avec les initiatives, mais qu'il faut vraiment voir plus loin. Et puis donc pour terminer, pour pas faire trop long, avec le clip, moi ce que je me suis engagé là-dedans, c'est parce que il y a eu ces semaines où les panneaux publicitaires étaient vierges, où il y a eu de la libre expression artistique et citoyenne. Il y a eu des actions très diverses qui ont été menées, et ça permet une participation large des gens, une participation plus directe. Et quand l'initiative c'est quelque chose de très long et très indirect, les actions directes permettent, en les faisant, d'atteindre directement leur but. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et ça permet de se réapproprier l'espace public, de dire son message directement par son action, alors que l'initiative, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et alambiqué. Merci beaucoup, Théo. Et Katerina, est-ce que tu as envie d'agir? Oui, j'aimerais compléter. Merci beaucoup pour cette explication. Et puis, le fait de mentionner que l'initiative, en fait, en tant qu'action, ne pose pas les autres actions, c'est plutôt des actions qui viennent en complémentarité. Alors, pour l'initiative, pour moi, sa grande force, c'est qu'elle fédère. Bien sûr, ça prend du temps, mais on voit qu'au bout de 6 ans, autour de la table, on a commencé par les organisations de la société civile, et qu'au bout de 7 ans, on a aussi dans cette initiative quelques partis politiques. Donc, par le processus même, et par le fonctionnement, par le mécanisme de construction des initiatives, ça fait que ça fédère des gens. Ça fédère des gens. Le temps permet aussi de faire accepter ces idées par la participation de différents acteurs, par les pétitions, etc. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est pour moi l'outil par excellence de la démocratie directe, parce que ça permet, à l'avance peut-être du référendum qui est une opposition en soi. L'initiative, c'est une proposition. C'est une proposition venue du peuple qui fait voter le peuple. Donc voilà, en complément. Merci beaucoup, Ekaterina. Ariane, vous avez
vous faites partie d'Agissons et vous avez notamment co-rédigé l'initiative d'Agissons pour la taxation de la publicité. Alors j'aurais deux petites questions pour vous. Premièrement, est-ce que vous avez l'impression que dans le cadre de Agissons, l'initiative c'est un outil qui fédère? Justement, rebondir sur la question, la remarque de Katharina. Et deuxièmement, c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'avec cette initiative, on va arriver à notre fin? Oui, merci. Bonjour. Alors déjà, juste pour ceux qui ne connaissent pas Agissons, c'est peut-être important de préciser que la vision d'Agissons, c'est justement de lancer des initiatives et de les lancer un peu par bloc, par train d'initiatives. Donc c'est vraiment quelque chose, l'initiative qui est au cœur de notre mouvement. Et puis effectivement, sur Lausanne, actuellement, enfin sur Vaud, on en a une actuellement pour taxer la publicité. Moi, j'entends à la fois les plus et les moins de l'initiative. Je pense qu'effectivement, il y a cette complémentarité des luttes, mais il y a pour moi encore quelques points que je souhaiterais rajouter ou disons, apporter quelques compléments. Pour ma part, il y a déjà le fait que ça permet de fédérer, ça permet sans doute de toucher aussi des publics différents, que l'on soit dans l'initiative ou une autre forme de lutte. Et puis je pense aussi que ça permet aussi de lancer des initiatives en partie, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis je reconnais aussi cette valeur de fédérer et de pouvoir permettre des alliances. Je reconnais aussi tout à fait le côté long, chronophage, etc. Et puis les problématiques, et c'est l'impression d'avoir énormément de bâtons dans les roues. Mais je pense qu'il y a aussi une façon un peu de dévoyer l'initiative, et ça c'est un peu le but d'Agissons, c'est de prendre ça aussi un peu par la pure, c'est-à-dire d'en lancer beaucoup. Et puis ça permet d'imposer l'agenda aussi, de plus être toujours réactif, c'est nous qui décidons un petit peu ce qu'on va faire et comment. Et puis je pense aussi que par rapport à ce que tu disais, que ça pourrait avoir l'effet que finalement ils disent oui, mais il existe une initiative, donc les autres luttes sont un peu décrédibilisées. Je pense qu'on peut aussi avoir l'effet inverse en montrant tous ces bâtons dans les roues et cette difficulté, c'est de questionner vraiment la démocratie. Et ça, c'est aussi quelque chose que Agissons veut faire, en se disant mais comment est-ce que c'est encore si démocratique que ça quand on voit finalement les obstacles et puis l'omnipotence de la liberté économique, par exemple, ou toutes ces choses-là. Et puis c'est de dire non, alors ça n'est peut-être pas, ou c'est très difficile, et puis ça pourrait relativiser le combat des gens qui ont fait autre chose et puis qui se retrouvent face à la justice, par exemple. Donc finalement, il y a cette complémentarité des luttes. Il y avait une deuxième partie de question que j'avoue que j'ai un peu zappé là. C'était par rapport à l'initiative plus précisément. C'était par rapport à votre initiative, la taxation de la publicité, voilà. Et dans le sens où, oui, peut-être on y reviendra peut-être dans la deuxième partie du débat. Je pense que ça va dans ce sens. Je conclus cette première partie avec vous, avec toi, Luca Vattaroni. Question, mais qui est tout à fait libre d'interprétation. Qu'est-ce que l'initiative permet? Est-ce qu'elle met des gens de côté? Est-ce qu'elle a aussi des contraintes dans l'évolution de la société? Et puis, qu'est-ce qu'elle permet et qu'est-ce qu'elle ne permet pas? Bonjour, merci. Oui, moi je vais aussi abonder dans la sens un peu de la complémentarité. Hein. Donc, on reviendra dans la deuxième partie là, du débat sur le fait qu'effectivement l'enjeu c'est de faire fonctionner des puissances démocratiques, hein, de production de la ville et de capacité de maîtrise de nos temps et nos espaces, du sens, et contre les puissances capitalistes. Hein. Ça a déjà été dit d'emblée. Et du coup, c'est intéressant, c'est de voir comment les arènes démocratiques peuvent s'ouvrir par rapport à ça. Hein. Puis je pense qu'il y a une double arène démocratique qui est en jeu ici. Hein. Il y en a une qui est celle effectivement de l'action directe. Mais derrière celle de l'action directe, c'est aussi quand même toute une histoire et qui s'est ouverte aussi avec force, où le rapport à la démocratie est moins passé vers des lendemains qui chantent avec des mouvements révolutionnaires, mais dans les années 60-70, il y a vraiment eu cette idée de politique préfigurative. On a expérimenté ici et maintenant par les squats, par les occupations, par
et par la capacité à reclaim the street, à reprendre la rue. Et donc là, c'était une manière de faire œuvrer directement et d'avoir des stratégies anticapitalistes qui passaient par la réappropriation du corps, la réappropriation de nos environnements de vie. Et ça, je pense que cette arène, elle reste importante. Elle reste importante à la fois militante, mais aussi dans l'expérimentation. Et beaucoup de gens autour d'ici proviennent de ces politiques figuratives, de ces arènes-là. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que alors moi je m'intéresse à la fabrication de la ville, puis on reviendra là-dessus, mais toutes ces formes politiques configuratives et aussi qui étaient passées les zones autonomes temporaires, des choses comme ça, donc il y a une capacité du capitalisme à les capturer, à les domestiquer. C'est-à-dire que finalement, il y a des urbanismes transitoires, donc on peut, à la limite, on va folkloriser en partie ces résistances-là, et ce qui fait qu'en fait, face à la question du capitalisme financier, face à la puissance d'investissement et du fait que la ville est devenue le lieu de production et de rentabilité capitaliste, par le foncier, mais aussi par le commerce, par la publicité, etc. On a besoin de rouvrir l'autre arène démocratique, celle qui active la puissance publique. Et ça, je pense que l'initiative fait ça. Elle retrouve la question de la publicité. La publicité, c'est l'espace public, c'est donc la parole politique, comme ça a été rappelé. Donc ça va fonctionner la publicité du côté de la cité, du côté de la capacité politique, collective, à se doter et à investir des moyens collectifs, des moyens étatiques, publics, pour contrecarrer. Et ça, je pense que sans cette activation de cette puissance publique et de cette force institutionnelle, on n'a pas les moyens. On a vu finalement, il y a quand même eu quelque part une force de retournement du capitalisme, de captation, qui fait que c'est l'action directe seule peine est folklorisée, voire domestiquée dans des enclaves qu'on autorise, souvent temporaires d'ailleurs, comme on le fait pour les graphes. On va pouvoir s'entraîner là, mais pas là-bas. Et du coup, pas là-bas est souvent plus répressif. On l'a vu aussi avec les squats. Le squat culturel était sympa, mais pas ce squat-là, puis on lui tape dessus. Donc, dans ce rapport-là, dans ce rapport de force, je pense que la double arène démocratique qui s'ouvre à partir des années 60-70, voilà, je pense que, et on a commencé à cheminer ensemble là, dans la discussion, je trouve que c'est super intéressant, sur la manière dont elles peuvent se renforcer, se reconstituer autour d'une politique plus associative, plus préfigurative. Donc pas de la même manière que jouait la pétition d'initiative dans les années 70. Donc je pense, voilà. Ouais. Très bien, merci. Et puis je rebondis d'ailleurs là-dessus aussi pour revenir vraiment à cette initiative dont on parle aujourd'hui, Genève Zéro Pub, parce que c'est vrai qu'on a vu un changement dans les personnes qui étaient intéressées à poursuivre le processus dès lors qu'il était entré dans une configuration très institutionnelle. Et on a beaucoup perdu de gens en route aussi, dès qu'on est rentré dans le processus judiciaire, etc. Et on voit qu'en fait, le processus de l'initiative ne correspond pas à tout le monde, à toutes les envies d'engagement surtout. Et puis, il faut avoir des complémentarités, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'elle a ce pouvoir, quand même, l'initiative, de donner une crédibilité aux yeux du grand public, si on peut dire ça, plutôt que par des actions directes qui remplissent une certaine fonction pour une grande partie des gens, des jeunes qui veulent s'engager, mais qui, mine de rien, ont pour peu ou moins, en tout cas, de visibilité. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour de ce que peut apporter l'initiative. J'ai trouvé ça très, très, très chouette. On va passer maintenant à la deuxième partie, un peu le cœur de notre sujet, qui est la publicité dans notre société et en particulier dans l'espace public. Et puis je reviens directement vers toi, Luca Paterni, pour te demander quel est selon toi l'impact de la publicité sur la qualité de vie en ville. Merci. Oui, je vais y répondre. Je vais faire un petit développement en fait, autour de ça, sur l'impact
sur la qualité démocratique, en fait. Hein. Je vais revenir un peu sur ce que je commençais à aborder avant. Hein, c'est-à-dire que là, pour moi, la publicité, hein, la publicité commerciale, armée sur le capitalisme, hein, elle accompagne une saturation plus large de nos villes, hein, de nos villes et nos villes. Et cette saturation-là, si j'en dis deux mots, hein, ce qu'on avait appelé avec quelques collègues, là, on a fait un manifeste sur le politique des rythmes, hein, sur les pathologies rythmiques du capitalisme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des formes de saturation. On utilise pathologie parce que finalement, c'est Axelrod, notre philosophe, qui dit voilà, la pathologie sociale est ce qui empêche l'épanouissement individuel et collectif. Hein. Donc il y a une incapacité d'épanouissement individuel et collectif, il y a des formes de saturation qui adviennent parce qu'on a des trop-pleins, tout un ensemble de choses qui sont importantes et qui arrivent en trop-plein. Et j'en cite quatre. Hein. Il y a un trop-plein de flux, hein, et qui peuvent être véhiculaires, formations qui produisent des congestions. Il y a des trop-pleins d'objets, donc on a besoin des flux, on a besoin des objets, mais les trop-pleins d'objets produisent des étouffements, hein, des saturations vitales. Il y a des trop-pleins d'informations. Donc on a besoin d'informations, mais là, de nouveau, il y a toujours un mouvement comme l'objet, comme le flux, ça passe de la forme émancipatrice à la forme oppressive, et donc le trop-plein d'informations produit des étourdissements. Hein, donc c'est aussi ce qu'on appelle l'économie de l'attention, donc des sursollicitations, hein, et c'est la pub va jouer autour de ça. Et puis des trop-pleins d'objectifs, hein, qui produisent des épuisements, hein, des burn-out. Hein, et donc du coup, il faut travailler collectivement, hein, par rapport à ces saturations, hein, pour retrouver des conditions de maîtrise de nos rythmes, c'est-à-dire individuels et collectifs, c'est-à-dire le rythme, c'est maîtrise du temps et de l'espace. On a pensé que toutes les luttes, d'ailleurs, sont toujours des luttes spatiales, hein, de reconquête. Et dans ces formes-là de reconquête, le droit à la ville, hein, déjà, quand il est formulé par Lefebvre dans les années 60, hein, il fait travailler effectivement la ville du côté de l'usage, de l'œuvre, hein, donc de la question de la singularité, la question de l'attachement. Hein, donc on fait travailler la puissance habitante de la ville, hein, c'est-à-dire on l'habite, et alors que la publicité vient faire travailler du côté de la consommation. Donc on fait travailler la ville du côté du consommateur. Et le consommateur est rapide, est peu fidèle, est peu attaché, est mobile. Hein, et donc il y a toute une construction libérale et désormais néolibérale fondée, hein, sur cet être de mobilité, sur cet être où la ville n'est plus un lieu d'attachement mais un lieu d'attractivité. Hein, et donc on a ce basculement fort, hein, que contribue à faire advenir que la publicité, mais avec d'autres formes, hein, d'accélération et de saturation. Et donc, du coup, et la qualité de vie, bien entendu, elle devient liée à l'argent. Hein, ça accompagne la monétarisation. Donc, consommateur, argent et compétition. Hein, donc, il y a ce triplé. Hein, et du coup, la publicité, ce qu'il faut faire, c'est retourner, hein, et retrouver cette vie politique, retrouver cette puissance habitante. Et sur l'espace public, hein, si j'arrive maintenant sur la question de l'espace public, hein, qui m'intéresse beaucoup, hein, c'est-à-dire que là, si on ne fait plus un espace public orienté sur la consommation, mais sur l'usage, on doit trouver effectivement un espace public qui n'est pas surdéterminé par le signe. Hein, parce que finalement, l'espace public, c'est un espace de circulation, de visibilité. Et d'ailleurs, la pub est construite sur cette manière d'un public obligatoire et captif. Hein. C'est-à-dire que tu as des circuits obligatoires et captifs. Hein. D'ailleurs, ils mettent les pubs, hein, à l'aéroport, sur les trucs où tu roules. Vraiment, elle est vraiment sur cette. Alors qu'on doit travailler plutôt à l'inverse. Hein, je pense au quartier des Grottes, on doit travailler sur des perméabilités, sur des porosités, sur des trajets qui sont imprédictibles. Et donc, du coup, à ce moment-là, on revient sur la singularité de l'usage, on revient sur les attachements, et on n'est pas sur la question, effectivement, de la captation d'un consommateur et de sa circulation. Et du coup, l'espace public doit devenir
on doit travailler effectivement sur un rapport à la marche, sur un rapport au paysage. Et pour moi, enlever la pub, donc la qualité de vie, du côté pub, c'est qualité de vie de celui qui a de l'argent, du circulant, du mobile, du tourisme et de l'attractivité. Et de l'autre côté, on construit une qualité de vie qui est construite plutôt sur l'attachement, sur le ralentissement, sur la flânerie et du coup sur un espace public d'immersion, de manipulation, de rassemblement. D'où effectivement je rappelais la publicité politique plutôt que la publicité commerciale est une publicité de rassemblement, de parole, de l'anti-mindé, mais aussi d'usage appropriant. Et donc c'était ça qui moi je voulais faire résonner dans le débat. J'ai retenu beaucoup de choses, mais pour synthétiser et permettre aux autres de réagir, j'entends dans ce que tu dis que la publicité, elle s'inscrit dans cette démarche où on voit la ville comme un espace de passage et qu'en fait la publicité n'est qu'une signalétique comme d'autres parmi les signes de la circulation. Elle est faite pour orienter les gens qui sont de passage, qui sont mobiles, pour attirer leur attention au même titre que les signaux de la circulation. Ça, c'est vraiment un point de vue très intéressant et ça me permet aussi de réagir sur l'élément de captation d'attention, puisque c'est ça que la signalétique est censée faire, mais là, la publicité adopte aussi ces codes. C'est pour ça qu'elle est très différente aussi de la publicité. Bon, sur Internet, elle est aussi censée capter votre attention, mais vous n'êtes pas dans un état de vigilance absolue quand on est sur Internet, ce qui est nécessairement le cas quand on est sur la route, quand on est de passage. Et la deuxième conclusion que tu fais, c'est qu'il faut revoir les attributions de l'espace public comme un espace d'usage et un espace où on doit pouvoir l'utiliser pour ce qu'il est, pouvoir y rester, apprécier de pouvoir y passer du temps, s'immerger dans l'espace public. Et je trouve ça vraiment très très intéressant de point de vue. Merci beaucoup pour ça. Déjà, à ce moment-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir ? Non, déjà, je partage totalement ce qui a été dit et je pense vraiment que c'est un des aspects forts des luttes anti-publicitaires, c'est vraiment la multidimensionnalité. Ça touche vraiment pas mal d'aspects de la vie différentes et puis il y a cet aspect-là qui est extrêmement fort de réappropriation de l'espace public. Et j'aimerais faire des liens justement avec d'autres luttes pour la réappropriation de l'espace public qui sont assez fortes. Il y a eu le mouvement, les luttes pour le droit à la ville, puis le mouvement Prenons la ville qui a eu lieu aussi à peu près en même temps que le lancement de l'initiative, où c'était justement des occupations de bureaux vides, puisqu'il y a énormément de bureaux vides à Genève et des gros problèmes de logement. Il y a aussi, qui ont toujours lieu, puis qui existent depuis plus de 20 ans, les critiques à masse, donc ces manifestations cyclistes spontanées à vélo qui ont lieu chaque dernier vendredi du mois. Et donc tout ça, c'est des luttes de réappropriation de l'espace public qui sont très fortes et qui permettent de faire participer des personnes qui ne participent pas à l'action politique autrement, parce que en fait, par l'acte même, on atteint déjà, je pense, l'objectif même, et du coup, il y a un aspect aussi joyeux, festif, de se réapproprier l'espace public, et en même temps, je rejoins totalement ce qui a été dit avant, que ça ne suffit pas et qu'il y a besoin après de fédérer ces mouvements et puis de voir plus loin et de les ancrer avec par exemple des initiatives, et puis sinon il y a toujours ce risque de soit se faire réapproprier par le capitalisme, soit de se faire réprimer par le capitalisme et l'État qui est à son service, et c'est toujours un peu et il y a besoin d'avoir cette démarche collective, globale et transformatrice, et ça l'initiative elle le permet. Et puis après, sur une autre dimension qui est intéressante au niveau de la publicité, c'est son impact par rapport aux questions écologiques et climatiques. Je ne sais pas si c'est où en fait un des aspects vraiment qui revient tout le temps dans le débat, et c'est quelque chose qu'on doit à mon avis beaucoup plus mettre en avant. On revient toujours dans les discussions sur ces secteurs-là, il faut les changer. Le secteur de l'automobile, il faut le réduire drastiquement. Le secteur de l'aviation aussi, les jets privés devraient plus exister, etc., etc. On revient toujours avec un argument, la droite revient toujours avec plus ou moins sur les mêmes arguments. C'est oui, mais les gens en veulent, oui, mais les gens consomment, oui, mais les gens le demandent. Et ça, justement, c'est quelque chose
qui est extrêmement mensonger parce que effectivement il y a et on peut pas nier le fait qu'il y a un certain confort de vie lié à ça, il y a certains avantages, etc. Donc je pense pas que c'est complètement faux, mais c'est en grande partie faux. Et s'il y a une responsabilité commune au réchauffement climatique, à la destruction de l'environnement, certes, mais elle est très très fortement différenciée. Pourquoi? Parce que justement, il y a des acteurs économiques qui ont tellement de puissance et tellement de pouvoir, notamment et justement par la publicité, pour imposer en fait et créer et renforcer des demandes qui soient inutiles et superflues. Et par exemple, à nous, ce qu'on travaille beaucoup à la grève du climat ou au groupe éco-socialiste, etc., c'est de réfléchir beaucoup plus dans une optique d'usage, de valeur d'usage, de qu'est-ce qui est important, et de réfléchir beaucoup plus collectivement à l'utilité de chaque chose et aux besoins qu'on a enfin, quel bien et quel service pour satisfaire nos besoins, plutôt que la production sans arrêt inutile et superflue. Et donc ça va vraiment dans l'inverse de la logique de la publicité, et je pense qu'il faut vraiment beaucoup plus mettre en avant le fait que le marketing, c'est une industrie extrêmement forte qui est au service de l'offre pour créer de la demande ou pour renforcer la demande, et que les consommateurs et consommatrices ne sont pas des individus juste libres et qui peuvent comme ça décider de ça. C'est des personnes qui sont atomisées, qui sont individualisées, et c'est pas de la délibération démocratique. Le marché n'est pas un espace de délibération démocratique, de discussion, c'est un espace où on est imposé, et je pense que là-dessus c'est intéressant, et puis peut-être que Merci beaucoup Théo. D'ailleurs, je peux faire même le lien entre ce que tu dis et ce qu'a dit Lucas Pataroni avant, dans le sens où, effectivement, dans l'espace public, on est captif, on est par définition vigilant, et donc notre attention est d'autant plus sujette à manipulation. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études récentes qui l'ont prouvé. On n'est pas capable de faire des choix qui sont entièrement autonomes dès qu'on est soumis à la population. Vous allez voir une marque de beurre sur des affiches, et quand vous allez aller au supermarché, vous allez choisir cette marque de beurre sans même y réfléchir. C'est aussi ces achats compulsifs, spontanés, que promeut la publicité. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec la question que je voulais poser à Ariane, puisque tu disais, Théo, que la publicité, et en particulier dans l'espace public, a cette capacité à renforcer certaines entreprises les plus puissantes économiquement, puisqu'elle est très chère, et donc elle est par définition limitée aux entreprises qui en ont les moyens, et que donc ça constitue une barrière d'entrée au marché pour de nouvelles entreprises, de nouveaux services, de nouveaux produits qui pourraient entrer en concurrence. Donc il y a aussi une distorsion de la concurrence que favorise l'affichage publicitaire, qui est très très importante aussi dans la lutte pour supprimer la publicité dans l'espace public. Et ça m'amène à la question que je voulais poser à Ariane. Vous vous intéressez notamment à cette question de distorsion, et en tout cas de concentration des entreprises que favorise la publicité, puisque dans votre approche, de l'approche de Agisson, vous avez choisi de taxer la publicité proportionnellement aux dépenses publicitaires des entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et puis nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi la voie de la taxation plutôt que la voie de la suppression? Oui, alors merci. Effectivement, ça permet d'expliquer un tout petit peu en quoi notre initiative est différente, parce qu'effectivement, elle ne vise pas uniquement la publicité dans l'espace public. En visant justement la taxation des dépenses publicitaires, du coup, on va impacter toutes sortes de publicités qui sont faites et qui ont simplement un impact sur le budget de l'entreprise. Et puis, on va appliquer une taxe progressive, c'est-à-dire que plus l'entreprise va dépenser, plus elle va être taxée en pourcentage. Et donc, on va aussi appliquer un seuil. Ça veut dire que les petites entreprises qui vont dépenser moins de 10 000 francs par an ne seront pas taxées et retrouveront finalement le pouvoir de faire un peu de publicité à l'échelon local, qui actuellement est quelque chose qui est complètement écrasé par la publicité éhontée que vont faire les grands groupes. Et les grands groupes, alors ensuite la pente de taxation est très raide, et les entreprises qui dépenseront plus d'1 million par année seront taxées à hauteur de 100%. Et donc ça va
le but c'est clairement de défavoriser finalement ceux qui sont, on nommerait des céréales publicitaires, on va dire, et de favoriser plutôt voilà, la publicité plus locale et plus de proximité. Donc ça c'est la première chose. Et puis l'avantage de faire cette taxation, c'est aussi d'obtenir un fonds qu'on pourra ensuite utiliser pour des projets d'une part de lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité, mais aussi pour faire une action envers les personnes qui vont être impactées par la transition écologique qui s'annonce, c'est-à-dire qui vont perdre leur emploi. Et en particulier, si on s'attaque à la pub, ça va être aussi quelque chose qui va être reproché, c'est qu'on s'attaque à des emplois qui sont dans le domaine. Et donc finalement, si on veut un changement de société, il faut bien que les emplois qui sont jugés, qui ont plus lieu d'être dans une société qu'on aimerait créer, puissent pouvoir trouver d'autres formes d'emploi. Et donc, en tout cas, une partie de cet argent pourrait être pris pour faire leur reformation ou les mettre dans d'autres secteurs que ceux de la publicité. Donc ça, c'est la première chose. En plus, par rapport justement à cette fameuse liberté du commerce, ça permettrait effectivement c'est ce qu'on nous reproche dès qu'on s'attaque un peu à la publicité, mais on voit très bien que la liberté du commerce, elle est surtout pour les gros qui font beaucoup de publicité, et puis que finalement, à l'autre bout de la chaîne, il n'y a pas tant de cette liberté de commerce, parce que c'est aussi une question de moyens, donc il y a quelque chose qui n'est absolument pas équitable à ce niveau-là. Et puis, il y a justement aussi toute la question, je reviens sur le fait d'avoir ce fonds aussi qu'on pourrait avoir, qu'on a dans d'autres domaines où on va avoir des objets de consommation un peu problématiques comme l'alcool ou le tabac. On sait qu'une partie des impôts qui sont sur ces produits servent justement à la lutte contre les maladies qui en découlent, etc. Et pour nous, c'est un petit peu la même philosophie, c'est-à-dire, ok, on fait de la pub, on sait que c'est mauvais pour la société, mais en même temps, il y a une taxe là-dessus, et puis avec cette taxe, on va faire des choses bénéfiques. Et donc, c'est un petit peu la même philosophie qu'on a choisi un peu d'appliquer sur cette initiative. Et puis, voilà, on croit beaucoup aussi à cette question de taxer de façon plus générale la publicité, parce que c'est extrêmement difficile d'aller taxer finalement l'acte lui-même de la publicité, de mettre une taxe dessus, mais c'est beaucoup plus simple d'aller sur la dépense générale annuelle. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion de taxer le numérique, qui est quand même un problème. Et puis, qu'on n'aimerait pas laisser non plus, même si là aussi l'État nous dise voilà, c'est impossible d'aller taxer là-dessus, mais voilà, on pense que non. Et on a en tout cas tenté de faire ce pas. Donc, je ne sais pas si ça répond à tout ça. Merci beaucoup, Ariel. Ekaterina, toi, tu es plutôt d'avis que la suppression de la publicité, en tout cas, et ces restrictions sur la publicité qu'on peut voir, en tout cas comme ça, n'ont pas des effets négatifs, voire ont plutôt des effets positifs sur la société, sur notamment les emplois. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Alors, je partage ce que tu viens de dire. Il faut savoir qu'en Suisse romande, il y a peu d'entreprises en fait, qui monopolisent l'espace d'affichage. Alors, par exemple, Migros, Coop sont beaucoup plus présentes sur les affiches commerciales que les petites entreprises pour lesquelles c'est assez cher de se permettre de populariser leur offre ou leurs produits sur les affiches dans l'espace public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on me reproche un peu, les opposants à l'initiative, c'est que, en fait, on perdra des emplois à Genève. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut, à laquelle on peut s'opposer avec des arguments. C'est que, en fait, une grande partie du créatif dans les affiches sont faits par les grandes marques, et puis ces grandes marques le font à l'étranger. Donc le fait de proposer à des petites sociétés de créer des affiches ou
donner aussi l'accès à des petites entreprises pour faire la publicité de leurs produits, c'est aussi de leur donner de la visibilité et puis de leur donner du travail. Donc l'emploi n'est pas, des emplois ne sont pas menacés. Et plus globalement, comme effet positif sur la société de cette suppression de la publicité, est-ce que tu voudrais développer? Déjà par la stimulation d'autres pratiques. Alors j'étais en train de réfléchir à ce que Lucas a dit, notamment sur la signalétique, qui nous amène tous vers les magasins. C'est en fait comme une autoroute sur laquelle on passe en grande vitesse et puis on y va directement dans les magasins aller consommer. Donc même si on a des affiches culturelles à côté, la manière dont on fait la publicité, la manière dont tu parlais, tout ce qui est les neurosciences en fait qui sont derrière font qu'on voit très peu, si on voit des affiches commerciales, on voit très peu, notre attention est captée sur les affiches commerciales et pas sur les affiches liées à la culture. Donc voilà, si on supprime la publicité commerciale, on aura beaucoup plus de temps et puis aussi notre attention sera dirigée vers des choses qui sont plus jolies et qui nous stimulent à faire d'autres choses ensemble aussi. Oui, tout à fait. Je rebondis là-dessus justement pour parler d'un concept, nous, en tout cas qui est récurrent dans le monde anti-publicitaire, c'est les coûts cachés de la publicité. C'est des éléments qui sont difficiles à chiffrer puisque très peu mesurables, mais qui sont des effets nocifs de la publicité. On peut penser à l'obésité. D'ailleurs, à ce propos, la publicité pour la nourriture à destination des enfants a été interdite, je crois, il y a une dizaine d'années. On peut penser à l'endettement. On peut penser à énormément de maladies reliées à l'alimentation, le diabète, etc. Et puis, c'est aussi des coûts qu'il faut considérer. Et puis, j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure et souligner une action récente de la FRC qui souhaiterait, donc la Fédération en nom des consommateurs, qui souhaite supprimer les publicités des assurances. Parce que là, on est vraiment dans la période où les assurances sont tout feu, tout flamme sur l'affichage publicitaire et ils disent mais en fait, qui paye ces publicités? Ce sont nos primes. Et donc on se demande à quel moment est-ce qu'on est censé accepter cette publicité qui se répercute sur les primes d'assurance alors que c'est le grand débat de notre décennie quand même. Et donc, souligner aussi cette action et rebondir aussi sur le fait que, comme tu l'as dit Théo, souvent un des arguments c'est de dire ce secteur, certes, il est nocif pour l'environnement, mais supprimons-le. Et ce secteur, il va bien pour l'environnement, alors gardons-le. Mais il y a vraiment une tendance en fait, généralisée de la publicité à pousser à la consommation. D'ailleurs, c'est un des arguments des publicitaires de dire, grâce à nos affiches, 70% des achats sont spontanés et seulement 30% des achats sont planifiés. Ça, c'est vraiment verbatim sur les sites des afficheurs, des annonceurs. Donc, ils sont très conscients que les affiches sont capables de susciter des achats compulsifs. Et je pense que Lucas, tu pourrais aussi réagir là-dessus et notamment aussi continuer sur cette notion de liberté de réception de la publicité, Lucas Musonici. Oui, merci. Effectivement, comme en argument premier, on met généralement la liberté d'expression et donc sur l'espace public, on a cette situation de la liberté de réception et donc en ville, dans la rue, on ne peut pas fermer les yeux parce qu'on ne veut pas voir telle publicité, parce qu'on risque de faire un accident ou de mettre en danger notre vie, alors que si effectivement vous avez un journal qui contient essentiellement de la pub,
Alors, vous pouvez ne pas l'acheter, vous pouvez tourner les pages dans lesquelles il y a de la pub sans les regarder. Vous pouviez, et d'ailleurs c'est plus possible, mais on pouvait avant sur Internet sauter les publicités, sur la télévision skipper les publicités, et puis maintenant on vous met en place des mécanismes disant vous pourrez skipper dans 2 minutes, mais avant pas, parce que vous devez effectivement digérer cette publicité, parce qu'elle a forcément un impact sur la consommation. Et le gros problème de la consommation, c'est que vous en arrivez à des États aussi qui disent mais vous devez inviter les gens à consommer puisque sinon on n'aura plus d'impôts. Si on ne paye pas de TVA, on ne pourra plus aider ceux qui ne consomment pas. Mais c'est une aberration. Il y a un moment où, de la même manière que quand on parle du climat et de la problématique, on dit on ne peut pas rester sans rien faire. Mais si vous restez vraiment sans rien faire, à part vous nourrir et survivre, eh ben, vous n'aurez plus de problème de climat. C'est aussi simple que ça. Donc il ne faut pas se faire leurrer par ces argumentaires, de la même manière que quand on vous donne un gratuit, vous le payez d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est dans le produit que vous allez consommer. Et donc, c'est des mots qui sont abusifs. On ne devrait pas dire c'est un gratuit. On devrait dire c'est quelqu'un d'autre qui paye, de la même manière que quand on nous fait payer notre attention. Et ça, il faut le débat pour ça, il faut pouvoir discuter de ça, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Et puis bon, je pense qu'on arrive bientôt au bout. J'aurais aimé lire juste un mini-texte de Patrick Vivray, que peut-être certains connaissent, français, qui a été à la Cour des comptes, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui a écrit en 2010, dans un entretien où il a dit « La communication n'est pas malhonnête par essence, mais comme elle s'inscrit dans un système où le mensonge est rentable, alors quelles que soient les bonnes volontés, elle est structurellement mensongère. Le capitalisme contemporain a généré une triple rupture pour les individus. Il les a éloignés de la nature, il a détruit les liens sociaux, et il les a aussi éloignés d'eux-mêmes par le matérialisme, par l'absence de vie intérieure. La publicité s'est attribuée une fonction consolatrice. Plus cette triple rupture est grande, plus la pub affiche une triple promesse intenable, plus de nature, plus de liens, plus d'authenticité. Cette société de consolation est mensongère, les mécanismes sont les mêmes que dans la toxicomanie, l'insatisfaction augmente au fur et à mesure qu'on tente de la combler. La pub, cette incitation à consommer plus, relève donc d'une forme de cynisme. Aucune société ne peut vivre durablement sur le cynisme que génère le désespoir. On peut continuer à parler. Merci beaucoup Lucas pour ce texte que je ne connaissais pas. On arrive gentiment au bout de cette partie. Avant de passer à la partie utopie-dystopie, je vais refaire une petite synthèse des choses dont on a parlé. Aidez-moi si j'ai oublié des choses. Donc, Lucas Vattaroni, toi tu as parlé de la publicité et de sa fonction dans l'espace public, à quel point elle utilise l'attention, l'effet captif des individus dans l'espace public pour attirer l'attention, et qu'il faut absolument, pour changer cette dynamique, il faut repenser l'espace public en fonction de son usage et de ce que collectivement on a envie que l'espace public devienne. Théo, de ton côté, tu as parlé des éléments plutôt relatifs à ses effets sur le climat et à ses effets notamment délétères sur l'évolution de notre société. Est-ce que tu veux aider en 2 mots? Ouais, vraiment à quel point la demande ne se crée pas toute seule, quoi, et puis l'industrie du marketing joue un rôle extrêmement important dans le capitalisme productiviste actuel. Super, merci. Ariane, de ton côté, tu nous as parlé de l'initiative taxation de la publicité et à quel point il est important de rétablir l'équité en fait entre les entreprises par rapport à leur capacité à faire de la publicité, et que donc elle pourrait aussi finalement cette publicité être un vecteur pour l'économie de proximité plutôt que d'être un moteur pour la concentration des entreprises.
Ekaterina, de ton côté, tu es plutôt d'avis qu'il faut réfléchir la publicité en termes de ses effets négatifs sur la société et que finalement les emplois sont très faiblement représentés, en tout cas en Suisse, dans la publicité, puisque voilà, on peut penser à des marques comme Zalando qui font certainement pas leur marketing en Suisse et qui pourtant sont très présents sur les affiches, et à quel point il faut vraiment réfléchir ces effets long terme sur notre société. Et enfin, toi, Luca Luisoni, tu nous as parlé notamment de cette question de liberté de réception et du fait qu'on n'est pas libre dans l'espace public de regarder la publicité, et notamment aussi sur le fait que la publicité est, grâce à ton texte, un mensonge structurel et qu'on ne peut y échapper. Si c'est en deux mots ce qu'on peut dire. Voilà, je crois qu'on arrive au bout. Mais avant ça, je vais vous demander à chacun, en quelques phrases, une petite minute ou deux, d'imaginer un monde où la publicité dans l'espace public ou en général n'existe plus, et d'imaginer un monde où la publicité poursuit sa croissance effrénée. Lucas, vous avez vous avez des démonstrations d'espaces qui sont très beaux et qui sont sans publicité parce qu'on a décidé qu'il ne fallait pas affecter leur beauté. On a une petite situation un peu équivalente à Genève. La vieille ville est sans publicité. Les quais sont sans publicité, même si quand vous présentez une belle affiche du musée Patek Philippe, on voit quand même une montre, donc on imagine que le but c'est de vendre des montres, mais bon, on est quand même dans une situation où on considère que c'est les endroits qu'il faut photographier, ça se tient pas tout. Et donc, ça c'est peut-être le premier argument qui dit que tout citoyen devrait mériter que son lieu de vie soit aussi esthétique qu'il pourrait l'être, et donc sans la publicité. Après, je peux dire, on est assez proche maintenant, effectivement, de ces environnements hyper publicitaires. Vous avez la publicité sur votre smartphone, vous l'avez dans les pissoirs avec un écran en face. Le jour où vous aurez une puce dans la tête qui vous dira « t'es à 50 mètres d'un McDo, t'en as mangé un il y a 3 jours, est-ce que ça te sent très joli ?» On n'en est pas loin, moi ça m'inquiète beaucoup. Donc, effectivement, bon exemple. N'allons pas si loin. Merci, je peux donner le micro à ton Comme on l'a discuté, au fait, là, derrière la question de la cité, c'est la question du capitalisme. Hein. Et donc, du coup, un monde sans publicité, c'est un monde décapitalisé. Et celui-ci, alors j'en profite, du coup, je triche un tout petit peu, mais c'est parce que, d'une certaine manière, les remarques sur la publicité et la constitution d'une sphère locale posent une question assez essentielle. Hein. C'est dans ce paysage démocratique qu'on essaye de reconstituer, hein, et que empêche de constituer finalement la publicité, puisqu'elle induit des injustices, elle induit des faux besoins. Elle lutte contre, finalement, elle va à l'encontre d'un ensemble de souveraineté alimentaire, souveraineté manufacturière. J'ai fait une petite chronique là-dessus, sur la capacité aussi de reconstituer le droit des peuples à disposer, hein, à la fois de ces circuits alimentaires, mais aussi des circuits manufacturiers, peut-être souveraineté aussi sur la souveraineté commerciale. Hein. Et donc, du coup, si on reconstitue des souverainetés, si on reconstitue une sphère aussi de proximité, à ce moment-là, en fait, la publicité peut retrouver cette voie démocratique. C'est-à-dire qu'on donne la parole, on donne une parole culturelle, on donne une parole politique, on donne une parole commerciale. Hein. Un peu comme dans les bulletins jaunes. Le bulletin jaune à l'époque, quand on cherchait un plombier, il doit quelque part apparaître cette offre-là. Donc, c'est une publicité d'orientation, c'est une publicité de reconnaissance de qui a droit. Donc il ne faut pas que la publicité annule la fonction commerciale ou la fonction productrice, hein, mais elle la fait tourner. Il faut reconstituer une présence de ces fonctions commerciales et de sa publicité, donc de sa parole publique, qui soit du même ordre
que celle culturelle, que celle sociale. Hein. Et c'est ce monde-là qui m'intéresserait. Et bien entendu, la dystopie, j'ai déjà plus trop de temps, je vais pas la dessiner, mais Damasio l'a très bien dessiné dans Les Furtifs. Hein, c'est parce que la question, c'est les villes qui prennent le nom des grandes entreprises capitalistes. Hein, c'est-à-dire quelque part, c'est ça, l'étape d'après. C'est-à-dire que c'est que le rapport capitalisme, publicité et possession foncière, visuelle, se réalise complètement. Et à l'inverse, la lutte contre la pub rejoint les luttes des coopératives, les luttes tout un ensemble de luttes de reconstitution d'une souveraineté. Oui, je rebondis rapidement là-dessus aussi pour rappeler quelques chiffres intéressants, à savoir un enfant de 5 ans reconnaît déjà une cinquantaine de logos alors qu'il connaît 3 noms de fleurs, des choses comme ça. Ouais, donc un monde sans publicité. Alors déjà, dans l'espace public, c'est la réappropriation citoyenne, qu'elle soit associative, qu'elle soit politique, qu'elle soit artistique, culturelle, comme ça a été dit. Donc c'est le fait que vraiment les gens décident dans leur espace qu'est-ce qui est important, décident de comment leur espace est habité. Mais après, plus généralement, je pense qu'un monde sans publicité, c'est vraiment un monde plus démocratique. C'est un monde où en fait on choisit collectivement qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on veut consommer, qu'est-ce qui est important. Et c'est un monde qui sort de l'illusion que le marché c'est quelque chose de positif, que le marché répond aux besoins des gens, alors que le marché n'est pas du tout dans cette optique-là. Il y a des fortes inégalités, et puis les acteurs qui ont le plus de pouvoir imposent leur volonté à d'autres en détruisant l'environnement, en exploitant, en détruisant la santé, etc. Donc c'est un monde où il y a des assemblées populaires à différents niveaux, au niveau plus local, à des niveaux régionaux, à des niveaux nationaux, internationaux, etc., où on décide qu'est-ce qui est important de produire, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est inessentiel, qu'est-ce qui consomme combien de ressources, et où au centre on met les besoins sociaux de la population et le bien-être, les liens sociaux, comme ça a été dit par les trucs un peu qui sortent aussi dans le texte, et puis les limites planétaires. Et ça, on prend ça en compte dans la production et dans la consommation, et pas des désirs qui sont en fait véhiculés par des grandes sociétés qui ont des moyens énormes. Merci. Alors, pour continuer, moi, j'aurais en particulier 2 points qui me rendraient très heureuse. S'il y a plus de pub, c'est déjà la publicité étant un peu un rouage entre ce qu'on gagne finalement puisqu'on dépense. Sans publicité, on va dépenser moins et donc on aura besoin de gagner moins et donc on aura plus de temps. Et pour moi, l'idéal, c'est que s'il n'y a plus de pub, on travaillerait moins et on pourrait faire autre chose de ce temps qu'on donne pour des futilités finalement, au final. C'est la première chose. Et la seconde chose, pour moi, ce serait aussi la question du sens. Parce que je trouve que la publicité est aussi un peu au cœur de cette question. Parce que typiquement, on a des messages, surtout à l'heure actuelle, comme quoi il faut économiser parce qu'on est en situation de pénurie. Et puis dès que peut-être on est trop en pénurie, on dit qu'il faut beaucoup dépenser. Quoi. Donc du coup, on est vraiment dans quelque chose de complètement insensé. Et puis surtout, ne touchez pas à la publicité parce qu'on ne pourra plus vous inciter à dépenser. Donc c'est encore doublement incohérent. Et donc, quelque part, moi je pense qu'on est dans une société schizophrénique et puis finalement, ça a des effets sur la santé mentale des gens. Et pour moi, je pense qu'un monde sans publicité serait un monde avec des gens qui iraient mieux simplement dans leur tête. Quoi. Dystopique aussi maintenant. Dystopique, je pense qu'on est déjà dans la dystopie pour moi, donc je sais pas trop, je trouve que c'est déjà assez horrible. Quoi. Alors, pour moi, un monde sans publicité, ce serait un monde un peu moins uniforme. On n'a pas parlé de l'image des corps, en fait, que les publicités renvoient surtout pour les femmes. Donc, il y a des corps qui sont au final très à l'image stéréotypée, un type de corps. Pareil pour les hommes, hein, l'image des hommes. Donc, une société moins uniforme, une société où des espaces publics où on passe dans la rue, on regarde les gens, on pose les regards sur les gens, on retient notre regard sur les gens, qu'il y a un échange, qu'il y a une société où on est plus fixé, pas sur comment on attire leur regard sur nous, mais une société où on passe plus de temps à créer des rapports, à créer des liens,
finalement à faire en sorte que le regard non seulement se pose sur nous en tant qu'homme, en tant que femme, mais où le regard, comment on retient en fait, sur nous ce regard. Donc oui, une société de partage et de communication. Et puis, dans une image dystopique de l'espace public avec trop de publicité, des gens qui ne pensent, qui vont dans la rue et qui ne pensent qu'à eux. Parce que consommer, c'est quelque part un acte individuel, donc on pense à satisfaire nos besoins. Donc des hommes et des femmes unidimensionnels qui vont tout droit sur cette autoroute vers les magasins et puis seuls, au final, seuls, pour consommer le soir. Voilà. Merci beaucoup. Pour ma part, oui, ça se rejoint aussi. C'est vraiment l'aspect, les normes et les images que la publicité favorise, surtout chez les enfants, qui sont en fait finalement des éponges et qui absorbent ces images comme si c'était la norme absolue à atteindre. Et puis évidemment la représentation des femmes et tous les standards de beauté en général qui sont vraiment nocifs, je trouve, pour notre société en tant que entité collective. Et c'est vrai que dans une société où la publicité prendrait énormément de place, j'imagine qu'il y aurait des écoles sponsorisées par des marques et puis que les enfants vraiment s'attribueraient comme des ambassadeurs de marques. Et puis qu'il y aurait des clans entre les différentes écoles en fonction de la marque, et puis que ce serait vraiment dominé par la compétition, puisque je trouve que c'est vraiment ça aussi que promeut la publicité, c'est cet élément de dire j'ai cette voiture donc je suis plus fort, et de vouloir dominer en fait l'autre. On a peut-être tous une tendance un peu à chercher le rapport à l'autre, mais promouvoir la domination de l'autre par les biens matériels, je trouve que c'est vraiment ça qui est critique avec la publicité. Je clôt gentiment cette table ronde et je vous laisse la parole au public pour d'éventuelles questions. On va passer le micro. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Merci pour cette table ronde, je trouve particulièrement intéressante. Une des choses qui me frappe dans ce qu'on va faire jusqu'au 11 mars, c'est toute la violence de cette campagne. Et la droite utilise vraiment plein d'arguments de discréditer nos positions en disant que ça a un coût, on est irresponsable de vouloir utiliser de l'argent public pour ne pas avoir de publicité. Ils disent des mensonges en disant que c'est des publicités des petites entreprises locales qu'on supprime qui justement ne pourraient faire que ça, qu'ils attirent l'attention sur le fait que des personnes pourraient perdre leur emploi, donc ils font peur. Et ça me fait réaliser que de fait la pub est ça fait tellement partie de notre univers que c'est devenu normalisé. Donc le défi de cette campagne va aussi être cette réflexion que vous avez été passionnante. On devrait réussir à faire ça au sein de la population, mais que c'est un défi vraiment très grand. Et je me demandais si vous aviez des pistes ou si c'est réservé pour le deuxième débat qui pourrait nous guider pour la suite. Alors merci beaucoup Brigitte Studer, conseillère municipale Ensemble à Gauche et représentante de Ensemble à Gauche dans le comité unitaire pour Genève Zéro Pub dans rue de la publicité commerciale. Donc la votation aura lieu le 12 mars. Et merci aux intervenants de cette superbe table ronde introductive extrêmement stimulante. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour mobiliser la population, mais peut-être de dire qu'on ne s'attaque pas au commerce local, qu'on promeut le commerce durable, équitable, et qu'on lutte, comme l'ont extrêmement bien expliqué les intervenants, contre les excès, la surconsommation et un monde qui se désagrège et devient de plus en plus inhabitable à cause de cette publicité commerciale.
Alors, il va y avoir une petite pause de quelques minutes. Et puis, à moins qu'il y ait d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir à ce stade. Et après l'intervention de Flynn Maria Bergman, qui est un des artistes qui est là, il y aura une pause, puis un long moment où les artistes vont dessiner sur les affiches blanches et en solidarité avec notre campagne. Et puis nous discuterons avec eux de leur travail. Ça sera d'ici. On va commencer à les voir travailler d'ici 10 minutes, un quart d'heure, et après, dans 1 heure, on va discuter avec eux de leur vision de ce que serait un espace public libéré de l'invasion publicitaire et de leur motivation à nous rejoindre dans cette campagne qui, comme l'a dit Brigitte, va être une campagne très disputée, mais aussi extrêmement motivante. Et je crois que Lucas, tu as encore quelques mots à dire sur l'organisation de la suite des événements et aussi les possibilités pour les personnes ici de se ravitailler pour gagner en énergie. On est dans un espace qui s'appelle l'espace, qui est un tiers-lieu, donc qui est un espace public. Et donc il est construit de manière à ce qu'on puisse circuler, qu'on puisse voir ce qui s'y passe, qu'on puisse échanger. Il y aura aussi des tables avec des affiches qui permettront aux gens de s'exprimer s'ils ont envie de mettre un slogan ou de faire un dessin ou de dire quelque chose et de l'écrire ou de l'exprimer artistiquement. C'est bienvenu. Et puis effectivement, il y aura des pommes, du jus de pomme et des choses avant l'apéritif un peu plus formalisé en fin d'après-midi, début de soirée. Et puis il y aura des bocaux avec merci pour la campagne anti-pub qui fait que de la valeur que vous décidez de la pomme que vous aurez croquée, vous pouvez mettre un peu d'argent dans le bocal et tout cet argent-là ira dans le financement de notre campagne. Il faut savoir qu'elle est aussi dans des débats parce que vous aviez des gens qui disaient mais il faudra payer Neo Advertising pour mettre nos affiches. Donc ils disent non, il n'en est pas question. Donc il va y avoir bien entendu les affiches politiques qui sont celles qui sont légalement utiles, et à ce niveau-là, vous pouvez contribuer à ces affiches dans le sens où, comme vous le savez, il y a des prises de position qui nécessitent 50 signatures, et chaque prise de position avec 50 signatures permet un accès à l'affichage, un accès à une mention dans le petit feuillet que recevront les citoyens de la ville de Genève. Je ne suis pas, donc je n'aurai pas le droit de vote dans la ville de Genève, c'est pas grave. Donc vous pouvez aussi ne pas être genevois, citadin, mais faire la promotion de cette initiative de la même manière que ceux qui sont à Vernier. Il y a aussi un référendum contre une décision sur la publicité à Vernier qui vient de tomber et qui fait que si on ne connaît pas encore la date de leur votation, nous pouvons être sûrs qu'ils suivront avec beaucoup d'attention ce que fera la ville de Genève. Et puis il y a d'autres communes qui ont déjà décidé de supprimer la publicité. Ma commune, Puplin, l'a fait. Ça a été un débat assez facile au conseil municipal. C'est clair, il y avait 2 affiches sur la commune. Les bénéfices pour le budget publicitaire étaient peut-être un petit peu moins préoccupants que celui d'autres communes de la ville de Genève. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais juste conclure officiellement quand même. Je vais donner la parole à Ariane qui voulait répondre et au monsieur qui lui a encore posé une question. Et puis. Juste une question hyper basique en fait. J'ai entendu ce mot publicité commerciale. Moi, malheureusement, je trouve que tout est devenu commercial ou est sur le point de devenir de plus en plus commercial. Qui déciderait en fait qu'est-ce qu'une publicité commerciale, quelles seraient les frontières, j'ai envie de dire la santé, la religion, même la culture déjà, tout est en train de devenir du business, le savoir, les universités. Donc en fait, où est-ce qu'on, voilà, qui et comment ces distinctions seraient définies? Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est pas très clair pour une bonne partie de la population. En fait,
je vais vous répondre avec les termes juridiques qu'ont donné l'arrêt du tribunal fédéral de mars 2021, à savoir que la publicité commerciale, elle promeut des produits ou des services qui n'ont aucun lien avec le lieu où elles sont affichées, et au contraire, les événements qui ont un lien avec le lieu où ils sont affichés, même s'ils sont faits par des entités commerciales, on peut prendre le cas de certaines compétitions sportives, auraient le droit de rester là-dessus. Et en fait, la définition juridique est relativement claire là-dessus, même les cas de sponsoring seront autorisés. Et évidemment, l'idée, c'est aussi que l'espace public reste un espace de promotion de la convivialité, des événements qui fédèrent. Et donc, c'est là-dessus surtout que ça va rester. Alors après, évidemment, si le nom de la marque est beaucoup plus présent que l'information relative à l'événement, il y aura, j'espère, matière à discussion et sanction. Mais l'idée, c'est de garder plutôt l'événement local, proximité, et c'est cela qu'a retenu le tribunal fédéral en disant les événements, ils ont un lien de proximité avec l'endroit où l'affiche est apposée, et donc ils ont le droit de rester. Et voilà, ça définit assez bien la limite là-dessus. J'espère que j'ai répondu. Ariane, est-ce que tu voulais conclure encore, et ensuite je prendrai encore le micro pour remercier mes invités. Oui, merci. Je voulais justement, Madame, poser la question sur ce sentiment que la campagne était peut-être un peu asymétrique et puis que ça allait être un peu difficile. Et puis, c'était un petit clin d'œil au début de notre discussion aussi. Je reviens à Agisson qui lance des vagues d'initiatives. Et puis, sur Vaud, on a une initiative pour plafonner les dépenses de campagne, et justement pour que ce ne soit pas comme ça asymétrique. Donc, c'est aussi la force de pouvoir lancer des initiatives qui modifient aussi un petit peu le climat dans lequel les règles un petit peu de la démocratie. Et puis comme Agisson arrive sur Genève, intéressez-vous, et puis voilà, faites changer les choses, donc voilà. Merci beaucoup, Ariane. Et puis je réponds aussi rapidement là-dessus. C'est vrai qu'il y a la question de la peur de la perte des emplois, la peur des pertes de recettes, et je trouve que ne serait-ce que de prendre conscience que la peur est un mécanisme qu'ils utilisent dans leur campagne, c'est déjà un pas vers convaincre les gens qu'on n'a pas envie de prendre des décisions basées sur la peur. Et je pense qu'on doit aussi aller dans ce sens. Voilà, je close cette table ronde que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer. Je remercie Luca Luisoni, Luca Pataroni, Théo, Ariane et Caterina pour leur excellente contribution. Je trouve que le débat a vraiment progressé et j'ai beaucoup de plaisir à entendre tous vos points de vue, et je vous invite maintenant à poursuivre la discussion informellement, et je vous remercie infiniment de votre écoute.